je dois dire que l'entrée en résistance, ça ne dépend pas des événements personnels, je dirais. Enfin, ce n'est pas parce que Joseph est mort, mais ça a fortifié encore ma détermination, naturellement. Je ne me rappelle pas à quel moment nous avons pu savoir qu'il y avait un général à Londres qui avait parlé. Nous ne l'avons pas entendu nous-mêmes. J'ai décidé de venir à Paris parce que Paris, c'est une ville où on peut vivre quand on est très malheureux. Pendant ces prémices, ces débuts de l'occupation, on devinait très très vite qui pensait comme nous. Enfin, on sentait très bien des silences, des sous-entendus, qui était très ardent, qui l'était moins. Le BCRA était à Londres l'organisation qui dirigeait la résistance et qui nous fournissait tout ce dont nous avions besoin pour fonctionner grâce au parachutage. Et c'était nos équipes qui organisaient ces parachutages avec des radios qui étaient un des métiers les plus dangereux de la résistance parce que les Allemands, avec leur système de goniométrie, cherchaient constamment d'où étaient émis ces messages. J'ai demandé à Claire si nous pouvions donc cacher des pilotes dans l'appartement. Donc elle a vu à ce moment-là que j'étais prête, moi, à faire. Et que j'attendais ça désespérément, je dois dire. Jean Hérald m'a présenté à Daniel Cordier. En fait, nous étions, sans le savoir, dans l'équipe organisée par la délégation générale, dont Jean Moulin était le patron. Il fallait informer Londres, recevoir les informations, bien sûr, de Londres et les directives, les répercuter sur tous les réseaux qui naissaient spontanément en France, partout, et qui étaient de tous ordres. L'arrestation, c'était quelque chose à quoi on pensait tout le temps. Mais on espérait toujours que ça n'arriverait pas, naturellement. Et ce jour-là, j'étais partie très tôt de la rue de Grenelle, du 80 rue de Grenelle, où j'habitais. Et j'avais un rendez-vous très tôt le matin, au métro Vavin. Et j'étais toujours à bicyclette, j'ai foncé vers ce rendez-vous. La valise qu'on m'avait remise contenait des documents très importants et qu'il fallait que je trouve une cachette sûre pour ça. C'était une valise qui contenait tout le ravitaillement en billets de banque pour tous les réseaux de résistance. Je me suis précipitée dans l'appartement en appelant Claire, qui n'était pas là, et je suis arrivée devant ma chambre qui était remplie par 5 hommes qui m'attendaient. J'ai essayé de m'enfuir par l'escalier intérieur qui était tout près de là, puisqu'il y avait 2 étages dans cet appartement. Et j'ai été rattrapée, bien entendu. Et à ce moment-là, j'ai eu une réaction très violente. Je me suis mise à trembler des pieds à la tête. Je ne pouvais pas le contrôler. Et alors, au moment où ils ont commencé à me poser des questions, et j'ai dit que je ne parlerais pas. Alors ils m'ont dit « Nous avons les moyens de vous faire parler ». Et j'ai répondu du tac au tac, j'ai dit « Je sais que vous êtes capable de tout ». Et à ce moment-là, j'ai reçu une gifle formidable et ça m'a dégrisée en quelque sorte, ça m'a fait... ça a arrêté le tremblement que je n'arrivais pas à contrôler, s'est arrêté. Et je peux dire que j'ai été en possession de mes moyens complètement tout au long de mes interrogatoires depuis cette première minute jusqu'à la fin.
J'ai été amenée ici, rue des Saussaies, et je me souviens encore traverser les Champs-Élysées avec la voiture et regarder l'Arc de Triomphe et penser que c'était la dernière fois que je les voyais. Et après, j'ai été alors entre chaque équipe qui se succédait de jour et de nuit, avec chacun leur méthode. J'ai eu affaire plusieurs fois à celui qui était une brute. Et puis j'ai eu affaire aussi à celui qui disait « je vous comprends, vous êtes très courageuse », etc. Enfin, j'ai été constamment menottée dans le dos. Et de sorte que quelquefois on me mettait dans cette cellule qui existe encore ici et je ne pouvais pas m'étendre parce que j'avais... Et c'est très douloureux. Enfin, et puis c'était la durée aussi, alors j'avais... on m'a apporté, le 3e jour, on m'a apporté un plat de nouilles. Et ça, évidemment, j'avais pas mangé depuis mon petit déjeuner du jour de l'arrestation. C'était le 3e jour. Et ils se sont mis autour de moi, toute cette équipe de gens qui m'interrogeaient, pour me voir me jeter sur ces nouilles, qui étaient des nouilles blanches, comme on n'en avait pas vu depuis le début de l'occupation. Alors je dois dire que j'ai pris le temps et l'agrément de manger ces nouilles une à une et de repousser l'assiette à la moitié à peu près en disant j'en ai assez. Et il était vraiment absolument furieux. Alors ici je suis restée 5 jours et 5 nuits et j'ai été bien sûr interrogée jour et nuit avec les équipes successives. Ce n'étaient pas les mêmes qui m'interrogeaient, donc sans sommeil et sans manger ni boire, sauf exceptionnellement. Et les interrogatoires étaient extrêmement habiles, je dirais, c'était des gens qui savaient leur métier. J'ai eu des angoisses, j'ai cru des angoisses terribles concernant des proches. Et puis ils m'ont dit aussi que puisque je n'avais pas voulu parler, ma mère et tous mes frères et sœurs seraient arrêtés. Et ça a été vraiment la pire torture, ça. Et il m'avait dit d'ailleurs, quand votre mère sera là, vous parlerez. Et j'ai répondu, si je parlais, ma mère cracherait sur moi. Au secret, c'était le froid, la faim, et puis la solitude, et jamais sortir enfin, de nos cellules. C'était l'isolement total. En avril 1944, j'ai été extraite de ma cellule. Je me suis retrouvée avec une trentaine de prisonnières. C'était extraordinaire de voir des visages, de pouvoir parler, d'avoir des sourires. Et un beau jour, on nous a réunis pour nous emmener en autobus jusqu'à Pantin. Et là, on nous a fait monter dans un train des wagons à bestiaux, sous les grands moulins de Paris, exactement là. Et on est resté pendant des heures à cet endroit, sans bouger. Et vraiment, on a espéré, désespérément, que quelque chose se passerait là, qui nous empêcherait de partir. Puis enfin, le train s'est mis en route et on a commencé cet immense voyage pour arriver jusqu'à Ravensbrück. C'est pendant ce trajet qui a duré plusieurs jours et nuits que nous avons lancé des messages par l'ouverture des wagons à bestiaux. Et j'ai aperçu, c'était un moment où le train ralentissait, j'ai aperçu des ombres qui se précipitaient. C'était des cheminots qui ramassaient ces messages et qui se donnaient la peine de reconstituer l'adresse écrite comme on pouvait, de les mettre dans une enveloppe, de les envoyer. À Ravensbrück, d'abord le dépouillement de nos vêtements, qui étaient nos vêtements, et on a reçu, mais jeté comme ça, n'importe... Enfin, l'uniforme est rasé. Et ça a été
comme une espèce de degré supplémentaire d'horreur, parce que nous étions parfaitement administrés. Mais on était immatriculés au camp, 35 243. Pendant longtemps, je n'ai su le dire qu'en allemand. Alors nous avons eu ce premier choc de l'entrée à Ravensbrück, puis la quarantaine, et c'est à ce moment-là que Geneviève, qui avait disparu, elle, moi j'ai été arrêtée en septembre, et Geneviève de Gaulle avait été arrêtée en juillet. Je crois que ce qui nous a fait survivre, c'est la passion que nous avons eue de nous sauver les unes les autres. C'est-à-dire que quand on voyait une camarade qui commençait à plus pouvoir tenir le coup, mais on essayait de trouver un truc pour la faire changer de groupe de travail qui était tellement épuisant que c'était fini, elle ne pouvait plus survivre. Et je crois que c'est ce souci des autres qui a fait que nous-mêmes, ça nous a sauvés. Finalement, nous étions complètement entre les deux, nous avions l'armée soviétique qui était à l'est et nous avions les armées alliées qui étaient à l'ouest, et nous étions au milieu. Je me souviens de ce qu'a été la nouvelle de la libération de Paris. Ça a été absolument un vent de bonheur dans ce camp. Tout le monde est venu nous embrasser. On a découvert à ce moment-là que Paris était la capitale de cœur de tout le monde, de toute l'Europe. La nouvelle, ça a été qu'il y avait des camions de Croix-Rouge à la porte du camp. Et on ne savait pas qui était cette Croix-Rouge, et puis peu à peu, la nouvelle est venue, est arrivée que c'était la Croix-Rouge suédoise qui était là. Nous avons traversé donc le nord de l'Allemagne, puis le Danemark, où les Danois nous acclamaient de l'autre côté des barrières. Et je suis rentrée en France le 19 août, et je suis passée au Lutetia comme tout le monde. J'ai été dûment interrogée et examinée par un jeune appelé qui a trouvé très suspect que j'arrive si tard. J'ai dû me justifier, enfin d'ailleurs je ne me suis pas justifiée, mais j'ai comparu devant un petit groupe qui ont commencé à m'interroger, et finalement j'avais quand même ce réflexe de ne pas parler. C'était difficile de s'adapter à la vie, très difficile. Moi j'avais le privilège d'avoir Pierre, et on n'en parlait jamais d'ailleurs, tous les deux, sauf l'humour. C'était toujours le même humour très particulier aux déportés, qui était cette distance par rapport aux soucis quotidiens de la vie, et un humour qui était difficilement accessible pour ceux qui n'avaient pas vécu cette expérience, et qui effrayait parfois.